Si jamais vous étiez nommé à la tête du bureau des acquisitions de la défense de votre pays et que vous cherchiez un moyen de développer des technologies qui dépassent les capacités de votre industrie de défense, mais que vous en aviez désespérément besoin pour moderniser votre armée et réaliser un profit sur le marché international, il ne serait pas nécessaire de chercher plus loin que la Corée du Sud pour trouver des conseils à ce sujet. Ce pays d'Asie de l'Est s'est retrouvé dans la même situation difficile pendant des décennies, avec un ennemi toujours présent au nord et une industrie aérospatiale nationale sous-développée, ce qui l'a conduit à dépendre des importations d'armes. Mais cela appartient au passé. 2026 sera connu comme l'année du KF-21 Borami en Corée du Sud, puisque ce projet d'avion de chasse multirôle entrera enfin en service actif. Destiné non seulement à remplir les hangars sud-coréens avec un chasseur performant, mais aussi à développer les capacités de l'industrie de défense du pays, le Borami était à l'origine considéré comme trop ambitieux pour son propre bien. Aujourd'hui, il est reconnu comme un avion très abouti, capable de s'imposer sur le marché international de la défense, démontrant que patience et persévérance triomphent. Le programme KFX, qui aboutirait finalement au KF-21 Borami, a été annoncé en 2000, en une période du marché aéronautique sud-coréen marquée par d'énormes investissements. Vous voyez, le pays devait atteindre une supériorité numérique sur la flotte aérienne croissante de la Corée du Nord. Il était également en train d'acquérir des F-16 et plus tard des F-15K Slam Eagles auprès des États-Unis. Alors que sa flotte aérienne était principalement composée de F-5 de F-4 Phantom II et de Cessna A-37 Dragonfly qu'elle avait reçus auparavant. Au début des années 2000, la Corée du Sud faisait face à une menace très active de la part de son voisin du Nord et utilisait principalement des avions obsolètes, n'étant capable de moderniser sa flotte que par des importations. À la même période, les États-Unis s'apprêtèrent à mettre en service le meilleur chasseur furtif du monde. Le F-22 de choses étaient alors devenues évidentes pour les Coréens. Premièrement, ils allèrent devoir constamment améliorer les capacités de leurs forces aériennes pour tenir la Corée du Nord à distance. Deuxièmement, ils devaient apprendre à produire localement des avions compétents, car il manquait non seulement de connaissances, mais aussi de capacités de production. C'était au KFX de relever ces deux défis. L'Institut coréen d'analyse de la défense jugeait le programme trop ambitieux, estimant que la Corée du Sud ne pouvait pas développer localement des chasseurs. Avec le recul, il ne pouvait pas être plus à côté de la plaque. Néanmoins, le programme a fait l'objet d'un examen minutieux dans le débat public, ce qui a poussé les décideurs à commander non pas une ni deux, mais 10 études de faisabilité pour déterminer si investir dans un chasseur fabriqué localement comme le KF-21 était une option viable. Il aura fallu un total de 9 ans pour que la dernière étude de faisabilité finisse par dire « Eh bien, oui, le risque financier d'échec dans le développement d'une industrie aéronautique de défense et d'un nouveau chasseur est immense ». Cependant, cette indépendance serait d'une importance nationale majeure et entraînerait un impact économique positif via les exportations en cas de succès. Le projet KFX devrait être approuvé. J'imagine que c'est exactement ce qu'ils ont dit. La décision a sans doute aussi été renforcée par le naufrage du Cheonan en 2010 et le bombardement subséquent des îles Yongpyong en Corée du Sud, tous deux causés, sans surprise, par la Corée du Nord. Pour calmer l'opposition, la Corée du Sud a proposé à la Turquie et à l'Indonésie de rejoindre le projet pour réduire les risques financiers. La Turquie a refusé l'offre, mais l'Indonésie a accepté de financer 20% du projet et d'acheter 50 appareils une fois en production. Le projet KF-21 a officiellement commencé en 2010 avec 4 objectifs principaux. Créer un chasseur multirôle fiable, doté de capacités furtives, mais surtout conçu pour de longues patrouilles. Un chasseur que l'on peut facilement produire en masse afin d'augmenter le nombre d'appareils dans sa flotte, conserver la capacité de moderniser facilement l'appareil au fil des années et en faire un produit commercialisable que l'on peut facilement vendre à l'étranger. Voici les 4 objectifs que le Borami devait atteindre. Philosophiquement, le Borami est un appareil bien différent par rapport à la plupart des autres conceptions répandues à l'époque. Il devait être un peu furtif, mais ce n'était pas sa priorité. L'appareil était surtout destiné à la patrouille aérienne, pas aux missions de pénétration en profondeur. Par conséquent, la Corée du Sud a défini qu'elle voulait un appareil avec des capacités furtives supérieures à celles du Rafale, du F-16 et de l'Eurofighter Typhoon, mais pas aussi développées que celles du F-22 et du F-35 Lightning II. Une telle furtivité serait largement inutile et augmenterait aussi les coûts et les heures de maintenance. De plus, le Borami devrait patrouiller la côte sud-coréenne. Il devait avoir un rayon d'action au combat d'au moins 50% supérieur à celui du F-16 et une cellule plus durable que le F-16. Les patrouilles aériennes nécessitent un avion capable de vol de longue endurance, mais aussi doté d'une grande accélération et maniabilité. Les Coréens n'essayaient
pas de réinventer la roue ici. Ils ont décidé de baser leur conception soit sur le F-22 et le F-35, soit sur des modèles européens avec des plans canards. Le Rafale de Sousa, l'Eurofighter et le Gripen suédois sont sans doute les 3 avions à plan canard les plus connus. Mais la Corée du Sud a choisi un chasseur d'inspiration américaine après des essais en soufflerie. La philosophie sud-coréenne visait à adopter un maximum de technologies étrangères pour gagner du temps sur le développement de ces technologies au niveau national. Au début du développement, près de 65% de la technologie nécessaire au Borami était déjà détenue par les Coréens. Après des tests en soufflerie sur la cellule du F-35X, les concepteurs ont conclu qu'ils possédaient déjà environ 87% des technologies nécessaires pour construire le Borami. Les technologies que la Corée du Sud devait encore développer ou acquérir incluaient le brouillage radio, la recherche et poursuite infrarouge et l'AESA. Le radar, plus puissant et difficile à détecter que la technologie traditionnelle, le logiciel du programme de vol opérationnel et les viseurs de casque. Pour acquérir ces technologies, la Corée du Sud a conclu un accord avec Lockheed Martin. Il produirait 40 F-35 et recevrait sans les technologies en échange. Les États-Unis ont restreint l'échange technologique, poussant la Corée du Sud à développer certaines technologies. Mais Lockheed Martin a comblé la plupart des lacunes, dont celle de la cellule de l'appareil. Si vous les placez côte à côte, vous remarquerez peut-être la ressemblance frappante entre le Borami et le F-22. Ce n'est pas sans raison. Bien que le Borami soit plus proche du F-35 en termes de taille, sa forme ressemble beaucoup plus au F-22 ou plus précisément au prototype X-F-22, qui sera ensuite amélioré pour devenir le F-22. La raison en est la similarité des exigences avec le F-22. Les 2 appareils ont 2 moteurs, exigent de maniabilité et faible signature radar. Comme le F-22 excelle dans tous les domaines, il était tout naturel de le copier. La physique est après tout limitée, et il y a toujours une conception qui intègre efficacement autant de caractéristiques différentes. Lorsqu'il s'agit de ces exigences spécifiques, le F-22 représente le summum de la conception aéronautique. Les ingénieurs coréens ont tiré la même conclusion et conçu un avion similaire avec l'accompagnement de Lockheed Martin. Les 2 plateformes ont des stabilisateurs verticaux inclinés pour dévier les ondes radar ennemies et leur fuselage intégré à l'aile est presque identique. Mais ce qui pousse la plupart des gens à faire une distinction entre les 2, ce sont les entrées d'air. Le Borami et le Raptor disposent d'entrées d'air supersoniques sans séparateur, technologie présente aussi sur le F-35. 2 raisons expliquent ce choix des ingénieurs. Les entrées d'air supersoniques sans séparateur sont, tout d'abord, meilleures pour fournir un flux d'air stable au moteur sans sacrifier l'aérodynamisme. Lorsqu'un avion se déplace dans l'air, une couche limite d'air se forme le long du fuselage, et plus l'avion va vite, plus cette couche devient épaisse. La couche limite entrant dans l'admission d'air déforme le flux à cause de son épaisseur. Pour résoudre ce problème, on utilisait traditionnellement soit un système d'aspiration pour retirer la couche limite, soit une plaque métallique entre l'entrée d'air et le fuselage pour empêcher l'air de cette couche d'y pénétrer. Les 2 méthodes sont lourdes et la plaque de séparation est aussi un mauvais choix aérodynamique. Outre la couche limite, la pression dynamique est un autre obstacle majeur pour les avions supersoniques. Lorsqu'ils volent à de telles vitesses, les entrées d'air doivent comprimer l'air et elles le font en générant des ondes de choc grâce à leur forme. Les entrées d'air supersoniques sans séparateur du F-22 ainsi que celles du KF-21 Borami sont placées sur les épaules du fuselage. Leur coin supérieur crée des ondes de choc assurant une bonne pression d'air à vitesse supersonique. Pour gérer la couche limite, les entrées d'air des 2 chasseurs présentent un léger espace entre elles et le fuselage. Il s'agit du déviateur de couche limite, également appelé fente de séparation. Cet espace laisse passer la couche limite sans pénétrer dans l'entrée d'air et, avec la pressurisation, optimise la pression d'air des 2 moteurs. Cela permet au F-22 d'atteindre une vitesse maximale de Mach 2,25. Le KF-21 est un peu plus lent, ce qui serait impossible avec des entrées d'air traditionnelles, trop lourdes et peu aérodynamiques. La forme de ces entrées d'air a également un second objectif, et c'est la furtivité. La forme réduit l'exposition du moteur au radar, et cela a été extrêmement important lors de la phase de conception du F-22, et c'est resté le cas pour le KF-21. Les bords des entrées d'air, les ailes, la queue et les bords des tuyères du Boram et du Raptor sont inclinés vers l'arrière. La raison pour laquelle l'angle de ces surfaces est si important, c'est parce que ce sont ces parties qui ont le plus de chances de renvoyer les ondes radar vers le radar. Cependant, grâce à leur inclinaison, les ondes radar sont dispersées loin du récepteur, et comme toutes ces surfaces ont le même angle d'incidence, les pics de détection sont très concentrés, ce qui se traduit par une observabilité réduite de la surface équivalente radar de l'appareil. En plus des entrées d'air, le Borami utilise une conception à fuselage intégré où il est impossible de distinguer où les ailes se terminent et où commence le fuselage, ainsi qu'une intégration du cockpit et des tuyères d'échappement pour minimiser la signature radar.
Le Borame, cependant, n'est pas totalement furtif. Il n'utilise pas complètement des matériaux absorbant les ondes radar, seules ses ailes, sa queue et ses surfaces de contrôle sont recouvertes de rames, tandis que le corps principal de l'appareil ne l'est pas. C'est du moins le cas pour le bloc 1 de la production. Nous parlerons des blocs de mise à niveau prévus plus tard. Sur ma chaîne, je parle des technologies innovantes, mais chaque innovation comporte des risques. Il y a toujours une chance que cela n'aboutisse pas et que les investisseurs puissent perdre leur argent. Quand il s'agit de mon argent, je veux minimiser les risques sans renoncer à de bons rendements. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler d'une plateforme d'investissement appelée Mintos. Mais d'abord, démystifions 2 idées reçues courantes sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne, mais elles sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à commettre des erreurs coûteuses. Mythe numéro 2, les actifs à revenus fixes sont compliqués et pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus facile que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel, moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Puisque faire fructifier votre argent est simple, investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Autre différence majeure avec le F22, il n'a pas de soute à armement interne. Le bloc Borame transporte ses armes à l'extérieur sur 10 points d'emport, ce qui le rend plus facile à détecter et l'empêche d'être considéré comme un vrai chasseur de 5e génération. Même s'il n'est pas totalement invisible, ce chasseur de génération 4,5 est moins visible que les modèles traditionnels. Pour la furtivité, il a atteint son objectif. Il est plus furtif que le F-16, le Rafale et l'Eurofighter et possède assez d'espace pour une future soute à armement interne ainsi que de nouvelles avioniques, systèmes de guerre électronique et ensemble de capteurs. Ces plateformes de 4e génération, ayant atteint leur capacité interne maximale, ne peuvent ajouter de nouveaux équipements qu'à l'extérieur. Pendant la conception, les ingénieurs sud-coréens ont testé 6 modèles différents, variant en taille, poids, envergure, moteur, capacité de carburant et performance. Le design initial était en fait le plus petit, avec un poids maximal au décollage de 20 900 kg, soit 46 000 livres, une capacité de carburant de 3 600 kg ou 8 000 livres, ainsi qu'une envergure de 9,8 mètres, soit 32 pieds, et une longueur de 15,2 mètres ou 50 pieds. Ce modèle serait propulsé par un seul turboréacteur Pratt & Whitney F-Cent, le même moteur utilisé pour les F-15 et les F-16, ou par un moteur General Electric. Le F-110 également utilisé pour les F-16, F-15 et F-14. Cependant, le modèle sur lequel les ingénieurs se sont finalement arrêtés est bien plus grand et plus puissant. Il pèse 25 400 kg, soit 56 000 livres de poids maximal au décollage, avec une capacité interne de carburant de 5 400 kg ou 12 000 livres, soit 50% de plus que le prototype original. L'envergure définitive du Borame mesurera 11,2 mètres, soit 36,75 pieds pour une longueur de 16,9 mètres ou 55,4 pieds, propulsé non pas par un, mais par 2 turboréacteurs General Electric F-400. 14, chacun de ces moteurs produit 13 000 livres de poussée, ce qui permet au Borame d'atteindre une vitesse maximale de Mach 1,97. Il y a plusieurs raisons d'utiliser 2 moteurs. Si l'un d'eux tombe en panne, l'appareil peut quand même rentrer à la base, ce qui est crucial pour les longues patrouilles aériennes. Deuxièmement, ces moteurs ont un rapport poussée-poids de 5,3 et ils donneront au Borame un rapport poussée-poids d'environ 0,76 au poids maximal au décollage et d'environ 1,15 en configuration standard de combat RR. Les moteurs rendent le Borame fiable, avec une vitesse élevée essentielle pour intercepter les avions ennemis et optimiser son autonomie grâce à une grande capacité de carburant. Ces moteurs, bien qu'ils aient été conçus par General Electric et dérivés des moteurs équipant le FA-18 Super Hornet, sont produits localement sous contrat avec Hanwha Aerospace.
C'est une caractéristique clé du projet KF-21 que nous avons évoqué plus tôt. Même s'il s'agit d'un chasseur sud-coréen, beaucoup de technologies proviennent d'entreprises étrangères ayant vendu leurs droits pour une production locale en Corée du Sud. Ainsi, la Corée du Sud évite l'étape de développement de certains composants et passe directement à la fabrication, expliquant comment elle a mené ce chasseur de la conception au test en 10 ans. Seuls quelques composants sont conçus localement, comme le système de recherche et poursuite infrarouge, la nacelle de ciblage électro-optique, la technologie de brouillage radio et l'AESA. Lors des négociations sur le transfert de technologie avec Lockheed Martin pour l'achat de F-35, les États-Unis ont refusé de partager ces 4 technologies, ne voulant pas que d'autres pays y accèdent. C'est aussi la raison pour laquelle le F-22 ne peut pas être exporté et pourquoi aucun autre pays n'exploite cet avion. La plupart des composants du Borame étant déjà développés et ne restant qu'à les fabriquer localement, les ingénieurs coréens ont eu le temps de développer leur propre technologie pour combler les lacunes. Le radar à réseau actif à balayage électronique, également connu sous le nom d'AESA, a été développé localement avec l'aide des systèmes ELTA d'Israël. C'est un réseau d'antennes qui dirige les ondes radio sans déplacement physique, améliorant les anciens radars à réseau phasé en permettant l'émission simultanée de plusieurs faisceaux à différentes fréquences. Le PESA, réseau passif à balayage électronique, qui est le prédécesseur plus ancien de l'AESA, ne pouvait émettre qu'un seul faisceau d'ondes à la fois. La capacité de répartir les émissions de signaux sur autant de fréquences différentes rend ces émissions, et par extension l'avion de chasse, plus difficiles à détecter. Cela les rend également plus difficiles à brouiller. Les navires de la marine restent furtifs, grâce à la même technologie. La plupart des avions de chasse modernes, comme le F-22, le F-35, le Gripen, le MiG-29 et les anciens Kite-50 coréens, l'utilisent aussi. L'AESA à bord du Borame est capable de modes de détection air-air, air-sol et air-mer, ainsi que de modes de suivi de terrain et de synthèse d'ouverture, ce qui permet au Borame de voler extrêmement près du sol sans craindre de s'écraser. Saab de Suède a fourni des conseils pour le développement logiciel de l'AESA. Leonardo d'Italie a fourni sa tête de capteur pour le module de recherche et de poursuite infrarouge. La Corée du Sud a développé séparément la nacelle de ciblage électro-optique et le système de guerre électronique, tout en bénéficiant du savoir-faire de ses alliés. Les composants moins essentiels ont surtout été achetés, car cela était plus rentable que de les développer et de les produire localement. Pour gagner du temps et des efforts, des systèmes comme le freinage d'urgence, le siège éjectable, les lanceurs de missiles et les réservoirs externes ont été importés. Environ 65% de l'avion est fabriqué en Corée du Sud, mais seule la moitié de ces pièces a été développée localement, le reste étant importé. La Corée du Sud prévoit que les futurs blocs du Borame soient davantage conçus localement, mais la gestion du projet derrière le tout premier bloc est vraiment brillante. Le premier Borame sera un chasseur de génération 4,5, évolutif en 5e génération, avec quelques améliorations, et pourra être largement modifié selon la mission ou les besoins des partenaires à l'export. La Corée a réussi à accomplir cela en un peu plus d'une décennie. Si on compare cela à la Turquie, un autre pays qui s'est retrouvé dans le besoin urgent d'un chasseur national pour renforcer sa flotte aérienne, eh bien on peut dire que la Corée du Sud a fait le meilleur choix. Les deux projets ayant débuté en même temps, le TAI Tigran de Turquie est encore loin d'être achevé, car ils ont choisi de concevoir eux-mêmes un chasseur de 5e génération, sans expérience préalable d'un projet aussi ambitieux. Le Tigran pourrait très bien être un excellent chasseur, personne ne dit le contraire, mais nous ne le saurons pas de sitôt, car il n'entrera pas en service avant 2030 au plus tôt. Le Borame, en revanche, entrera en service vers 2026, ce qui en fait définitivement le projet le plus efficace des deux, sans compter que la Corée du Sud attire, du moins pour l'instant, beaucoup plus d'intérêt étranger de la part d'acheteurs potentiels. Pour souligner encore davantage l'efficacité du projet Boram, même si les deux avions ont commencé leur développement à peu près au même moment, la Corée du Sud aura probablement une flotte d'environ 100 KF-21 d'ici 2030, l'année même où la Turquie mettra en service ses tout premiers Kan. Vous pensez peut-être « Oui, Simon, mais le Kan est un chasseur de 5e génération et le Boram de génération 4,5. » Mais cela n'est vrai qu'actuellement. Le Borame évolue rapidement et, avant l'arrivée des premiers Kan, il sera déjà devenu un chasseur de 5e génération. Cette évolution les rend très attractifs pour les armées mondiales. Tout cela pour dire que la décision d'adopter autant de technologies alliées déjà développées que possible, afin de donner à votre propre secteur de la défense une marge de manœuvre lorsqu'il s'agit de se lancer dans un projet d'une telle ampleur pour la première fois, était sans doute bien plus intelligente que de tout faire de manière indépendante. Cette approche rend le projet Borame intéressant, tant pour l'ingénierie que pour la gestion d'un grand projet de défense, surtout sachant que la Corée du Sud a peu d'expérience en aviation militaire.
Évolution, modularité et ouverture au changement. De nombreux pays développent désormais des technologies de défense pour affirmer leur position. Et il faut reconnaître que certains de ces projets, comme le F-22 qui est mentionné pour la milliardième fois dans une vidéo qui ne parle même pas du F-22, révolutionnent vraiment certains aspects de la technologie concernée. Cependant, peu d'affirmations concernant un avion, un missile ou un porte-avions censés changer la façon dont les guerres sont menées sont honnêtes, et il s'agit généralement de pays qui se livrent à une course à la technologie. Ce n'est vraiment pas le cas pour la Corée du Sud, qui a refusé de voler trop près du Soleil avec le Borame, ce qui est un peu ironique puisqu'il s'agit justement d'un avion dont nous parlons. Au lieu d'essayer de construire le meilleur appareil de tous les temps dont l'ennemi devrait avoir peur, le plan était de concevoir un avion performant, raisonnablement bien développé avec un grand potentiel d'évolution, ce qui en ferait à la fois une excellente solution pour sa propre armée de l'air et un appareil attractif pour les acheteurs étrangers. La modularité et l'évolution du Borame sont essentielles ici. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent ne concerne que le Borame Block 1 qui est, par définition, un chasseur de génération 4,5, mais l'appareil introduira progressivement diverses améliorations qui, avec le temps, en feront un chasseur de 5e génération. Le Borame Block 2 renforcera l'attaque du chasseur, ajoutera des capacités de reconnaissance et diversifiera son armement. Les Borame Block 1 et Block 2 seront tous deux équipés d'un unique canon automatique Vulcan de 20 mm avec 480 obus et de 10 points d'emport pour missiles et bombes. Les deux variantes pourront tirer les missiles Meteor, Iris-T et IM-120 à moyenne portée, LIM-9X Sidewinder ainsi que des missiles RR à longue et courte portée actuellement en développement. Les Borame Block 2 cependant auront également la possibilité d'emporter les missiles air-sol KAL-CM Pyongyang qui sont actuellement en cours de développement en Corée du Sud. Le Block 1 ne transportera pas non plus de bombes, tandis que les Borame Block 2 auront un large choix, allant des bombes polyvalentes non guidées aux bombes anti-bunker guidées par laser. Les Borame Block 3 permettront de faire passer complètement l'appareil à une plateforme de 5e génération avec des plans pour les développer en une plateforme de génération 5,5. À la différence des Blocks 1 et 2, ils auront une soute interne et seront entièrement recouverts de matériaux absorbant les ondes radar, améliorant ainsi la furtivité. Le radar SA sera amélioré avec une avionique de nouvelle génération, et un moteur coréen développé localement remplacera très probablement les deux turboréacteurs General Electric. Les blocs 2 et 3 introduiront également une technologie qui serait tout simplement trop ambitieuse pour les Borame du bloc 1, à savoir la coopération entre avions pilotés et drones. Le plan, dès le départ, était de faire du KF-21 une plateforme très durable, et l'une des technologies du futur consiste à associer des avions pilotés à des drones. C'est la caractéristique principale des chasseurs de 6e génération, et cela verrait le rôle du Borame passer de combattant multirôle à celui de commandant aérien. Cette capacité sera très probablement développée pour les Borame biplaces, tandis que les monoplaces conserveront uniquement leur rôle de combat. Le pilote avant pilotera l'appareil et gérera les menaces immédiates, tandis que celui à l'arrière commandera les systèmes sans pilote. Ces systèmes sans pilote renforceront la conscience situationnelle d'un Borame et le protégeront des avions ennemis et défenses aériennes. Certains seront sans doute dotés de suites de guerre électroniques, permettant leur usage en guerre électronique et en attaque cinétique. Pour accompagner le Borame, la Corée du Sud développe l'aéronef de combat collaboratif sans pilote de taille moyenne et le petit aéronef de combat sans pilote. Ce drone sert uniquement à la reconnaissance et à la guerre électronique, alors que l'autre réalise des missions RR et air-sol. Ces technologies seront testées avec les premiers Borame Block 1, mais non déployés, car ces appareils n'ont pas les logiciels nécessaires pour commander ces drones. La Corée du Sud vise une capacité opérationnelle initiale de ses avions de combat d'ici 2028. Et si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des systèmes d'ailier loyal et leur impact sur la guerre, vous pouvez sans aucun doute regarder notre vidéo qui leur est entièrement consacrée. La Corée du Sud va développer 3 variantes du Boramae Block 3, dont une version de guerre électronique à 2 places. Une autre est un chasseur d'attaque dédié, doté de capacités d'armement comparables au F-35. La dernière sera une version d'exportation adaptée aux besoins de chaque pays. Le Boramae sera aussi proposé en version embarquée, avec des ailes 20% plus grandes pour plus de stabilité et sécurité au décollage et à l'atterrissage, et des ailes repliables pour pouvoir tenir à bord d'un porte-avions. La variante pourra probablement aussi effectuer des décollages courts et des appontages arrêtés. Les 3 versions du Boramae seront très modifiables grâce à l'architecture ouverte de la plateforme. Comme un ordinateur permettant d'installer ou désinstaller des programmes, le Boramae intégrera de nouveaux capteurs, armements et logiciels. Cela signifie que le chasseur pourra recevoir des mises à jour pendant des décennies de service sans nécessiter une refonte complète. Il pourra également répondre aux dernières tendances de l'industrie aérospatiale et aux menaces émergentes avec un temps d'arrêt minimal. Tout cela est rendu possible grâce au logiciel du Boramae.
Développé selon les normes internationales, il permet aux acheteurs d'intégrer leurs systèmes et armes sans modification majeure. Le Boromaï sera l'un des rares avions alliés de l'OTAN compatibles avec des composants non OTAN et non coréens, contrairement à la plupart des autres avions comparables à l'architecture fermée. Avec cela, le Boromaï ne sera pas seulement un avion en constante évolution qui ne fera que s'améliorer et sauter des générations au fil des années, mais il aura aussi la capacité de retirer un composant et de le remplacer par un autre sans nécessiter trop de reprogrammation. Il sera aussi bien plus économique à exploiter que la plupart des autres plateformes. Selon le bureau du budget du Congrès, faire voler un F-35 pendant 1 heure revient à environ 50 000 $ en incluant les coûts d'exploitation et de soutien, et ce taux était en réalité bien plus élevé auparavant et n'a été stabilisé que récemment. Le F-16 coûte environ 25 000 $ par heure de vol aux contribuables américains, et le F-22 approche les 100 000 $ pour une seule heure de vol. Le coût d'exploitation du Boromaï ne devrait pas dépasser 20 000 $ selon Richard Aboulafia, consultant en aéronautique auprès des principaux développeurs d'avions de défense et civils. Cela en ferait un meilleur avion de chasse polyvalent que l'Eurofighter Typhoon, tout en étant moins cher à exploiter, puisque le projet européen multinational coûte environ 60 000 $ par heure de vol. Grâce à leur conception modulaire et à la volonté de la Corée du Sud d'importer un maximum de technologie, Korea Aerospace Industry a produit 8 prototypes en seulement 2 ans, dont 2 au sol pour les soumettre à des essais. Les 6 prototypes volants du Boromaï auront effectué 2200 vols d'ici l'entrée en service des premiers Boromaï. Ces vols incluent des vols lents à basse altitude, supersoniques, des essais de nuit, de ravitaillement en vol, d'armement à forte incidence, en formation, ainsi que des tests en conditions environnementales extrêmes comme forte pluie et givrage. Au moment de l'enregistrement, les prototypes avaient dépassé 1600 vols sans le moindre accident ni incident. C'est extrêmement rare et pratiquement inédit dans le monde de l'aviation. Tous les modèles, aussi bonnes soient-elles, rencontrent au moins un problème lors des essais. C'est un peu le but des tests, non? Le Boromaï a parfaitement fonctionné lors de toutes ces phases de test. La seule modification validée par les tests fut l'aplatissement des tuyères du moteur, habituellement inclinées, et causant une légère vibration dans certaines conditions de vol. Même ainsi, les pilotes maîtrisèrent les Boromaï sans problème. Étonnamment, le seul reproche au Boromaï est bureaucratique. Il a fait face à une forte opposition avant même d'être conçu. Retardé à plusieurs reprises, des ingénieurs indonésiens auraient tenté de voler des données sur le Boromaï, provoquant des tensions entre les deux pays. Il est compréhensible que cela n'ait pas empêché le projet d'avancer. La Corée du Sud produit actuellement 40 Boromaïs Bloc 1. Tous devraient être mis en service d'ici 2028 avec une commande de 80 unités. Bloc 2 en préparation, tandis que les Boromaï Bloc 3 seront introduits dans les années 2030. L'Indonésie, qui était partenaire dans la production, va recevoir 48 Boromaïs Bloc 1 et prévoit d'acheter au moins 16 modèles Bloc 2. La Pologne, qui a déjà commandé des FFA-50 Fighting Eagles, une variante d'attaque légère du T-50 Golden Eagle, est également très intéressée par le Boromaï. L'une des armées les plus puissantes d'Europe a testé l'appareil et envisagerait d'en acheter 32 même si le bloc exact reste inconnu. Permettre aux acheteurs de tester l'appareil avant l'achat constitue aussi un autre atout majeur de la modularité et de l'évolution du Boromaï. Des pays comme la Pologne peuvent tester le bloc 1 pour préparer l'achat de Boromaï bloc 2 ou 3. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont exercé cette option et souhaitent de soutenir le développement des blocs 2 et 3 contre la livraison de ces modèles. Cela moderniserait leurs forces armées et rendrait tout futur développement du Boromaï moins coûteux pour la Corée du Sud. Tout cela pour dire que le KF-21 Boromaï est un excellent avion de chasse, mais au-delà de cela, c'est un projet mené de façon remarquable. En mai 2026, seulement 5 ans après la production du premier prototype, le Boromaï est jugé apte au combat par l'administration du programme d'acquisition de la défense sud-coréenne. À titre de comparaison, le Su-57 Felon russe, sur lequel nous avons bien sûr déjà une vidéo si cela vous intéresse, a mis 10 ans pour passer du vol du premier prototype au vol des premiers modèles de série. La Corée du Sud a surpassé la concurrence en sous-traitant au maximum à des entreprises expérimentées, tout en apprenant ces technologies, ce qui a permis à ses ingénieurs de rattraper ceux qui conçoivent des chasseurs de 5e et 6e génération. En plus d'avoir renforcé et développé les capacités de son industrie de défense, elle dispose désormais de l'un des nouveaux chasseurs les plus performants, parfaitement adapté à son rôle défensif principal. Le plus incroyable, c'est qu'elle n'a fait qu'effleurer son potentiel. Le Boromaï évoluera tellement, comme nous l'avons appris,
que les modèles qui sortiront des usines sud-coréennes dans 10 ans feront paraître les variantes Block One comme des jouets en comparaison. La Corée du Sud a su mettre son ego de côté pour développer progressivement son industrie de défense et son nouveau chasseur. Ce modèle de développement, d'une ingéniosité remarquable, pourrait à l'avenir inspirer les armées moyennes et petites pour développer leur industrie de défense tout en s'équipant et en générant des bénéfices. Merci d'avoir regardé.